Bonjour à tous et bienvenue ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, troisième étape de notre tournée dans le cadre de la présidentielle 2022, des émissions organisées en partenariat avec Ouest France, et c'est ce que vous allez voir encore cette fois-ci aujourd'hui. Troisième étape donc dans notre souci de venir à votre rencontre pour essayer de recueillir votre voix et comprendre vos préoccupations à quelques jours du premier tour de l'élection. Nous sommes donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je viens de vous le dire, une ville d'à peu près 8000 habitants au dernier recensement, 7900 pour être très exact. Et je suis donc en compagnie de Claire Giovanninetti, qui est chef d'agence Ouest France, ici à Saint-Gilles. Bonjour Claire. Bonjour Caroline. Et donc nous ne sommes pas seuls, évidemment, pour développer trois grands thèmes ici sur Saint-Gilles. Tout à fait. Alors à nos côtés, on a Antoine Gassenet, qui est conseiller municipal à Saint-Gilles, adjoint à l'environnement et au développement durable. Nicolas Barrault, directeur des agences immobilières Beaufort, donc il y en a plusieurs à Saint-Gilles, les Sables-d'Olonne, Saint-Jean-de-Mont. Et puis deux habitants du coin, Maxime Bernard, habitant à Saint-Hilaire-de-Riez. Vous êtes aussi membre fondateur de La Boîte, qui est une association qui est née pendant le confinement pour soutenir les commerçants et puis qui aujourd'hui favorise un peu les différentes transitions écologiques, sociétales, etc. Et puis François Courtin, donc vous êtes habitant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et aussi correspondant pour Ouest France. Alors des profils très différents, ce qui va permettre un petit peu de recueillir vos points de vue sur différents thèmes que nous allons aborder. Et là encore, Claire, on a déterminé un petit peu arbitrairement, mais on s'est dit que c'était quand même aussi les sujets de conversation, trois grands thèmes, donc au cours des 40 prochaines minutes. C'est ça, voilà, on va parler de la pêche, d'environnement, et puis aussi de l'attractivité du littoral, avec les questions immobilières sur le sujet. On va commencer justement par ce premier thème, la pêche, Claire, vous l'avez dit. Et messieurs, en l'occurrence, pour inspirer un petit peu la discussion, on va commencer par écouter la parole des Gilocruciens qui a été recueillie par Cyril Guillet. Écoutez. La pêche devrait être un métier d'avenir parce qu'on a besoin de tout ce qui se trouve dans l'océan pour se nourrir. Maintenant, je suis bien conscient que pour les pêcheurs, ça va devenir de plus en plus dur. Entre les restrictions imposées par l'Europe pour maintenir le niveau des espèces et puis l'augmentation des coûts pour les pêcheurs pour aller faire leur travail, je crois que ça va être de plus en plus dur pour la pêche artisanale au moins. La fin de la pêche à Saint-Gilles, est-ce que vous pensez que c'est la mort du dynamisme de la ville ? Ça ne va sûrement pas l'aider, mais bon, Saint-Gilles-Croix-de-Vie a la chance qu'il y a beaucoup de plaisanciers, donc c'est toujours dynamique. Mais sûrement que si la pêche disparaissait, ça créerait un gros problème. Je suis venu ici parce que je trouvais qu'avec les ports de pêche, ça faisait de l'occupation. Notre Saint-Jean-de-Mont, c'est mort. Tout ça, Saint-Gilles, ça vit toujours. Si la pêche s'arrête, je dis pas, ça va être peut-être un peu plus mort. C'est certain que la pêche, la sardine, c'est symbolique pour Saint-Gilles. La mort de la ville, peut-être pas. Mais c'est sûr que Saint-Gilles sans la pêche, ce n'est plus le même Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est quand même une commune qui a été bâtie sur la pêche. Le port de pêche, c'est le poumon de la ville. Et quand on voit un bateau qui se désarme, c'est quand même toujours une grande tristesse. Alors ce qui est intéressant, François en l'occurrence, parce que vous habitez ici, et on en a parlé un petit peu avant le lancement de l'émission, c'est que finalement la pêche, ça ne concerne pas que les pêcheurs. Oui, effectivement, ça nous concerne tous. Ce que je pourrais ajouter aussi par rapport à l'intérêt, c'est qu'on a des produits de pays. Il y a ça aussi. Ce serait vraiment antinomique que de voir disparaître ces produits aussi. Je trouve qu'on est vraiment dans l'ère du temps, des très bons produits. Et puis voilà, ça fait travailler quand même, on a une centaine de marins-pêcheurs, je crois, les marailleurs, etc. Enfin, c'est toute une dynamique. Et puis ça participe à ce qu'on aime à Saint-Gilles, l'équilibre. Monsieur parlait tout à l'heure de la plaisance. Il y a un véritable équilibre. Et ça participe du bien-être à Saint-Gilles, et de l'intérêt d'y vivre. Et ça se sent, ça, Claire, dans les reportages sur Saint-Gilles? La pêche, c'est le quotidien? Ah oui, tout le monde a un père, un frère, un grand-père qui a été pêcheur. Enfin, on est quand même avec des gens de la mer, quoi. On sent que c'est l'identité de Saint-Gilles. Donc si le port meurt, effectivement, Saint-Gilles perd son identité. Mais bon, le problème aujourd'hui, c'est quand même que les jeunes ont du mal à s'engager dans la pêche. Le métier... Ils peuvent gagner pas trop mal leur vie, mais les jeunes n'ont pas envie de s'engager parce que c'est un métier solitaire, un métier où il y a quand même beaucoup de contraintes. Je ne sais pas si
Vous-même, vous connaissez des jeunes pêcheurs dans votre entourage ou si au contraire, voilà, il y en a de moins en moins? Moi, sur ce point-là, effectivement, le renouvellement des ressources sur les pêcheurs, c'est peut-être pas le cas qui se présente le plus. Moi, ce que j'aimerais partager, c'est une expérience quand même de présentation de ce métier, de découverte des métiers qui est faite en ce moment, notamment par les écoles, qui vont visiter la criée, qui vont rencontrer des pêcheurs. Et effectivement, le risque d'une disparition de la pêche à Saint-Gilles, ce serait quand même une grosse remise en question de l'identité de la ville et de son équilibre économique. Mais il y a des initiatives locales qui vont dans le sens de la promotion de ce métier. Et il y a, à mon avis, aussi une réflexion sur le circuit local de consommation. Enfin, on a des initiatives qui se sont lancées comme Pêcher Maison, des choses comme ça, qui revoient un petit peu le circuit de distribution des produits de la pêche en termes de transformation, d'évolution de ce métier, de ce champ d'activité. Il y a quand même des choses à se dire, là, je pense, sur ce point-là, quoi. Et il y a des choses qui sont en train de se faire, d'ailleurs. Effectivement, Antoine Gassenet, comment ça se passe, vous, au niveau de la municipalité? Vous êtes à l'environnement, au développement durable. On ne peut pas passer à côté du sujet pêche. C'est impossible de passer à côté du sujet pêche, effectivement, puisque alors, la pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est à la fois une force, une opportunité, mais aussi un enjeu. On a vraiment les deux aspects, les deux facettes, puisqu'on a à la fois le dynamisme dont on a déjà parlé, puisqu'effectivement, il y a les emplois en mer, mais aussi tout ce que ça provoque comme emploi à terre, avec toute la filière de transformation et puis l'appui technique que les marins peuvent avoir au sol, à terre. Et effectivement, tout ça, ça participe à l'économie de la ville, à son dynamisme, à son attractivité. Mais c'est aussi un enjeu, parce que demain, effectivement, perdre ça, c'est s'amputer d'une partie du patrimoine de la ville, une partie de son activité, une partie de son âme. Et on essaye aussi, au niveau de la ville, voilà, je sais que monsieur le maire passe tous les ans quelques jours à Bruxelles, et c'est pas pour rien, pour aller aux côtés de nos marins pêcheurs défendre en fait, les quotas. C'est pas anodin, en fait, ces quotas de pêche, puisqu'effectivement, ça peut amener à désarmer des bateaux, à arrêter en fait certaines activités. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il suffit de se balader sur le port. On a des équipages qui sont à taille humaine. Donc on a une pêche qui est encore dans cet aspect de la pêche traditionnelle, locale, avec une valorisation maximale sur le territoire. On a encore la chance d'avoir une conserverie, on a encore la chance d'avoir effectivement tout un système autour de la criée, qui nous permet de valoriser au local. Et effectivement, demain, si on torpille ça, ça veut dire qu'on va devoir malheureusement se rabattre sur une pêche beaucoup plus industrielle, beaucoup plus impactante pour les ressources. Ça, faut bien s'en rendre compte. Et finalement, on serait à contre-temps de ce que nous demande l'enjeu d'avenir, en fait, qui est quand même la gestion de nos ressources halieutiques. Ce qui pourrait rendre, et ce n'est pas sans lien, peut-être la ville aussi moins attractive, non? Aujourd'hui, le dynamisme de Saint-Gilles d'un point de vue de l'immobilier, Nicolas Barrot, puisque vous gérez donc ces agences, la pêche, ça fait partie un peu de la carte postale quand même. Absolument, absolument. Mais je reviens sur ce que dit Antoine. Effectivement, on a une activité pêche qui est, comme le disent mes collègues, qui est plutôt en baisse au profit d'une activité plaisance qui, elle, augmente. Alors la différence, c'est qu'effectivement, l'attractivité de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec la plaisance et la pêche, les deux combinés font que les prix de l'immobilier et que l'animation autour de ça dope un petit peu la demande. Donc ça, c'est positif pour l'immobilier, bien évidemment. Mais l'activité pêche est une activité 12 mois sur 12, avec bien sûr des emplois directs et indirects. On parlait tout à l'heure, Antoine disait à l'instant, les conserveries. L'activité pêche est beaucoup plus plaisance est beaucoup plus saisonnière. C'est-à-dire qu'on va avoir du monde sur le port sur une période de l'année où il fait beau, 6-7 mois de l'année, et l'hiver beaucoup moins. Donc il faudrait garder effectivement une activité pêche, essayer de la pour garder. Faire vivre la ville toute l'année. Voilà, la plus optimale possible. En ce qui concerne l'impact sur les patrimoines immobiliers, sur l'activité, sur le marché, les gens viennent des villes, entre autres, justement parce qu'il y a cette authenticité au niveau de la pêche. Et puis il y a également le port de plaisance qui attire aussi beaucoup de demandes. Beaucoup de clients en tous les cas.
Et comment faire, du coup, alors d'un point de vue politique, comment est-ce que les petites communes peuvent après dire voilà, au gouvernement, à Bruxelles justement, qui gère les quotas, arrêter en fait, d'imposer ces quotas qui, du coup, ont des conséquences sur la pêche artisanale. Comment est-ce qu'on peut changer un petit peu l'action politique ? Alors l'action de la ville à son échelle, parce qu'on n'est effectivement qu'une commune qui accueille un port de pêche parmi toutes les autres, et on se retrouve effectivement noyé dans tous ces enjeux-là. L'idée, c'est pas d'être des pilleurs. C'est bien ça qu'il faut faire comprendre. Donc la mairie, effectivement, travaille avec ses marins-pêcheurs pour mettre en avant la plus-value de la pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est quoi la plus-value de la pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? C'est effectivement ce côté encore un peu artisanal, ce côté local. Et ça, c'est quelque chose qui est porté au moment du vote des quotas par l'Union européenne tous les ans. Donc il y a une délégation de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui part tous les ans à Bruxelles, donc avec le maire, le député et puis tous les acteurs en fait de la filière locale pour soutenir en fait la ministre de la pêche notamment qui va mener les discussions là-bas. Et donc effectivement, l'impact, comment on peut le mesurer, c'est très compliqué puisque finalement c'est noyé dans des enjeux qui nous dépassent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y aller en fait. C'est vraiment une marque de soutien, un appui à la filière pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et sans faille. On va passer au sujet suivant. Le temps passe, oui, il va falloir qu'on aborde le sujet suivant. Claire, on présente ce deuxième sujet ? Oui, on va parler d'environnement. Et donc là, c'est pareil, on a été demandé un petit peu aux habitants ce qu'ils pensaient comment est-ce qu'on peut protéger l'environnement tout en ayant une vie économique à l'année à Saint-Gilles. Et là encore, il y a des choses à dire. On va écouter ce micro-trottoir de Cyril Guillet. En France, l'écologie, ça a du mal à se révéler, quoi. Bon, il y a des intérêts et autres, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus important. J'aimerais que les politiques, essayent de maintenir l'environnement tel qu'il est actuel, quoi. Il ne faudrait pas faire n'importe quoi. Mais bon, je pense que on a la chance sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est géré, enfin j'ai l'impression que c'est géré très très bien, très correctement. Protection du littoral et développement économique sont-ils conciliables ? Alors tout à fait, c'est pareil, il faut réfléchir en amont. On a bien vu avec Xynthia qu'il n'y avait pas eu peut-être assez de réflexion sur certains secteurs. On voit bien que le trait de côte, là, il y a beaucoup d'érosion. À nous aussi d'être vigilants sur nos pratiques, sur nos constructions, sur notre politique d'environnement. Oui, si c'est fait avec intelligence, il n'y a aucun problème. Hein, disons qu'il ne faut pas être buté d'un côté ou de l'autre, quoi. L'environnement et le développement durable sont-ils des sujets bien pris en compte lors de cette campagne de présidentielle ? Non. Attendez, oui. Non, pas du tout. Pour quelle raison ? J'en entends pas parler. Hein. J'ai pas beaucoup écouté les présidentielles parce que pour le moment, ils se tirent plutôt dans les pattes. Je pense que c'est important. Je ne suis pas sûre qu'ils l'abordent tous. Ça devrait amplement concerner tous les partis politiques et le citoyen en général, de toute façon. Alors, Maxime, justement, votre avis, est-ce que l'environnement, protection de l'environnement et développement économique sont conciliables ? Est-ce qu'on peut faire les deux ? Est-ce qu'on peut faire les deux ? Oui, et je pense même qu'il faut faire les deux, puisqu'on est quand même dans une situation où on a en face de nous des enjeux environnementaux qui sont très clairs. Je pense qu'on est assez d'accord sur le sujet avec Antoine. On est dans un monde avec des ressources finies. On est dans un monde où on ne peut plus s'imaginer extraire des ressources du sol, de la mer, etc., indéfiniment pour continuer à vivre. Donc effectivement, il faut penser à des nouveaux modes de fonctionnement. Il y a un sujet effectivement qu'on a porté nous sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec l'association La Boîte, en tout cas pour le faire connaître, c'est le sujet de l'économie circulaire, c'est le réusage, la réutilisation de matières déjà utilisées pour des produits dans la conception de nouveaux produits justement. Donc on a sur le territoire, on a quelques belles entreprises qui sont sur le sujet des matières plastiques, sur le sujet des consignes de bocaux, etc. Donc c'est vraiment un sujet en termes de style de vie qui est à mon avis une voie à explorer pour concilier la protection de l'environnement, la protection de nos ressources au quotidien et un certain niveau de confort. J'ai pas envie de dire prospérité, mais en tout cas un niveau de confort qui soit tout à fait acceptable. Et il y a un vrai sujet de réflexion là-dessus. Et effectivement, je vais un peu dans le sens de ce qu'on a pu entendre, c'est peut-être pas tout à fait au niveau en termes de médiatisation dans la campagne présidentielle, de mon point de vue.
François, justement, c'est pareil, vous qui avez à la fois alors, cette double casquette, celle vous-même d'habitant ici sur Saint-Gilles, mais aussi vous rencontrez pas mal de personnes par le biais de votre mission de correspondant pour Ouest France. Vous avez le sentiment que la prise de conscience s'accélère un peu ces dernières années. Comment faire pour concilier au mieux développement économique et protection de l'environnement ? Oui, alors déjà au niveau pédagogie avec les enfants, j'ai rencontré plusieurs écoles et là c'est très net, quoi. Il y a un vrai changement de logiciel. Et pour nous c'est plus compliqué, hein. C'est sûr que par moment on est nous-mêmes des freins à ce changement. Donc là on sent que c'est dans le logiciel des enfants aujourd'hui et c'est eux qui vont porter ça demain. Donc c'est une question de génération, vous voulez dire ? Question de génération déjà. Et puis mais il est indispensable de changer de logiciel pour ne pas avoir une antinomie entre justement le développement écologique et puis l'essor économique. Voilà, il faut, c'est une autre manière de voir les choses. Et il ne faut pas être qu'à moitié. Hein, on a besoin de politiques audacieux, hein, parce qu'on ne peut pas être à moitié, on ne peut pas être tiède. Il faut y aller carrément. Et c'est pas évident, j'en suis conscient, parce que ça peut mettre aussi provisoirement par terre des pans d'économie, on le voit avec la voiture, mais c'est jouable, quoi. Et puis enfin, c'est une belle aspiration, quoi. C'est un beau Graal d'aller chercher ça. Voilà. Au quotidien, je vous voyais un peu tordre du nez. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? C'est pas une question de génération. Si, je suis d'accord sur un certain nombre de points. Je pense que ce n'est pas une question de génération. Et on est en retard sur le sujet, globalement. On est en retard. Et nos enfants, moi j'ai une petite fille de 6 ans, le sujet c'est trop tard pour elle, quoi. Les conséquences du réchauffement climatique, de la consommation des ressources, etc. Si nous ne faisons rien maintenant, ce sera trop tard pour nos enfants. Mais je pense que ce que François voulait dire, c'est que changer les habitudes, finalement, quand on est avec de nouvelles habitudes, on ne se pose pas trop la question. En revanche, quand on a 40, 50, 60 ans et qu'on n'a pas du tout été habitué à trier ses déchets ou à aller sur le littoral en regardant bien où on met les pieds, voilà, peut-être que c'est là où c'est plus compliqué. Enfin, je dénature peut-être le message, mais c'est ça. C'est ça le message, oui. Je me permets juste de terminer là-dessus. Effectivement, c'est compliqué, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. On est bien d'accord. De la pression, non, sur les épaules quand on entend tout ça ? Comme tout le monde, j'ai envie de dire. En fait, il va falloir aussi que les communes, puisque je vais parler plus haut pour les communes, il va falloir que les communes, en fait, travaillent sur le cadre. Je vais m'expliquer très rapidement parce que je vois le chrono qui défile. Le cadre, c'est quoi ? C'est l'espace, au sens figuré, qu'on va laisser aux concitoyens pour travailler sur leur mode de vie, pour travailler sur comment améliorer en fait leur impact, avoir moins d'impact pour le coup, sur la planète et nos ressources. C'est surtout ça qui va nous importer. Et la responsabilité, je parle bien de responsabilité, des élus, c'est de permettre ce cadre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des individus qui d'eux-mêmes vont accepter peut-être de se mettre dans l'inconfort et vont faire des progrès considérables. Et il y a d'autres personnes, et c'est pas un jugement de valeur du tout, c'est juste comme ça, il y a des personnes qui ne vont pas avoir cette démarche-là, parce qu'ils en ont d'autres, parce qu'il y a d'autres choses qui remplissent leur vie, et ils attendent et ils sont demandeurs que les pouvoirs publics, les collectivités et autres fixent un cadre, un nouveau cadre dans lequel ils vont pouvoir s'inscrire pour améliorer en fait leur pratique au quotidien. Et c'est ça en fait le vrai rôle des élus, c'est de refixer ce cadre, de redonner de la possibilité, des opportunités et d'en finir avec cet aspect un peu punitif finalement, par l'essence, de l'écologie. Donc demain, on redonne effectivement des possibilités, on ouvre des espaces, voilà, on peut parler des espaces verts qui peuvent avoir un potentiel énorme, on peut parler du travail sur l'urbanisme, je pense qu'on pourra en discuter pendant un moment, mais effectivement, en fait, demain, on a des enjeux. Pour en citer qu'un, par exemple, les îlots de chaleur urbains, plus votre ville est minérale, plus elle absorbe de la chaleur et elle ne baisse pas en température l'été. Quel inconfort ça va donner demain, ça va être énorme. La solution, c'est quoi ? C'est le climatiseur végétal. C'est l'arbre, c'est les espaces verts, c'est le sol non minéral. Je ne vais pas m'étendre parce que je vais rentrer dans le technique, je suis désolé, mais voilà, on a notre rôle à jouer dans le cadre, dans les façons de faire des concitoyens demain.
Et ça implique pas mal de corps de métier. Quand vous parlez de jardin, là, on va se tourner vers la profession des paysagistes, par exemple, aussi, qui interviennent chez les particuliers. Et qui dit paysagiste dit à nouveau immobilier. Effectivement, c'est compliqué, hein, l'aménagement, de réussir à gérer développement de l'immobilier sur un littoral protégé. Oui, on le sait, c'est d'actualité actuellement. On a une prise de conscience concernant la consommation de terrain au pourtour des communes, consommation des terrains pour donc limiter l'impact des constructions, hein, et on tend plutôt à densifier des terrains déjà occupés par des maisons. Il y a une prise de conscience aussi au niveau, ce qui concerne mon métier, des gaz à émission de serre. Vous savez qu'il y a, on fait faire des diagnostics performance énergétique, et ces diagnostics performance énergétique, en ce qui concerne sont à la charge des propriétaires bailleurs notamment, et à compter de septembre 2022, ils devront fournir pour toutes les maisons, tous les logements qualifiés en G ou en F, devront fournir aux acquéreurs et aux locataires un audit énergétique. Hein, les travaux ne sont pas imposés, mais ce qui sera imposé aux propriétaires à partir de septembre 2022, c'est qu'ils n'auront pas la possibilité d'augmenter les loyers. Ils seront bloqués. Voilà, donc il y a bien une prise de conscience de façon à ce que l'isolation soit revue, modernisée, les systèmes de chauffage également modernisés, tout ça pour éviter la pollution des logements. Et vous sentez quelle tendance dans vos agences en ce moment? On est à la recherche du bien neuf ou du bien à retaper? On essaie de combler les dents creuses peut-être pour éviter de morceler un peu plus? Les deux. Alors les logements neufs, moi je suis moins concerné parce que je suis agent immobilier et pas promoteur. En ce qui concerne l'occasion, effectivement, les gens vont plus se diriger vers des logements. Ils sont sensibles à ça depuis notamment la mise en place de tout ce qui est diagnostic énergétique et autres. Hein. Ils sont sensibles quand même au fait de pouvoir acquérir, s'ils le peuvent, un logement relativement récent, bien isolé, hein, sur le plan phonique et surtout sur le plan thermique. Maintenant, les recherches, pour certaines qui sont très ciblées, les gens se contentent enfin se contentent, c'est pas le terme, en tous les cas, le souci premier, c'est de trouver quelque chose à vendre dans des secteurs bien placés, et bien souvent, dans ces quartiers-là, ce sont des maisons à retaper. Voilà. Mais il y a une véritable prise de conscience concernant l'aménagement intérieur, l'isolation phonique, l'isolation thermique, et une véritable prise de conscience par rapport à l'environnement. Je pense que ça, c'est rentré dans les mœurs, je veux dire, auprès des clients. Ils en prennent conscience. Hein. Aujourd'hui, ils lisent un diagnostic électrique ou un diagnostic énergétique d'une manière détaillée. Donc, on a bien évidemment, nous, dans notre métier, un rôle de conseil pour les accompagner. Et je pense que ça sera les mesures, enfin, en tous les cas, l'évolution un petit peu du conseil dans notre profession, ça va aller vers justement l'accompagnement, les choix que nos futurs acquéreurs ou futurs propriétaires bailleurs devront faire. Hein, il y aura cet accompagnement avec des services supplémentaires vraisemblablement qui seront mis en place, en tous les cas chez moi et sans doute chez beaucoup de mes confrères. Claire, on a subrepticement glissé là vers le thème suivant. Vers le thème de l'attractivité du littoral, et donc notamment par l'immobilier. Donc on écoute de nouveau la parole des habitants. On est bien achalandé en tout, grande surface, on a ce qu'il faut, les artisans sont présents. Oui, je pense qu'on peut vivre largement à l'année, même pour les jeunes. On a construit des lycées, Mon Dieu, moi je suis contente de ma vie ici depuis 1980. Il y a beaucoup de monde l'été, il y a du monde aussi pendant les vacances, et il y a beaucoup de commerces qui restent ouverts en permanence. Donc c'est très attractif. Il y a quand même moins de chômage que dans certaines régions. Hein. Il y a du travail, disons, il n'y a pas de grosse industrie, mais un artisanat quand même qui donne beaucoup de possibilités aux gens qui travaillent, aux salariés. Donc on peut y vivre à l'année. Bien sûr, l'inconvénient, c'est que l'immobilier ici est très élevé. Bien sûr, il faut de la place pour tout le monde. Ce que je crains, c'est pour les jeunes ici, pour trouver une location ou même un achat, ça devient de plus en plus cher. Hein. Est-ce que cela demande des concessions? Alors du coup oui, parce que les prix des loyers sont très élevés sur la côte, du coup, et il n'y a pas beaucoup de logements pour les demandes, quoi. Le problème ici, c'est pour se faire soigner. Hein, on a de moins en moins de médecins.
Alors voilà, vous en tant qu'habitant, ça fait quelques années que vous vivez sur le territoire, mais est-ce qu'on peut encore y vivre? Est-ce que, alors notamment quand on est jeune, est-ce qu'on peut encore acheter? Il y a un message là. Mais non, c'est à la foule la question. Oui, alors c'est vrai que c'est une préoccupation au-delà de Saint-Gilles. Hein. Les communes rétro-littorales sont confrontées aussi à ce coût hein, d'achat des terrains et la construction. Donc ça, c'est une vraie source de réflexion, je dirais, mais de pas que des élus, quoi, hein, de l'ensemble de la population. Parce que le danger qui peut nous guetter, c'est l'entre-soi, c'est le format retraité, 65 ans, 70 ans, vous voyez. Et puis à un moment donné, ben, la vie, tiens, il y a moins de vie. Voilà. Donc c'est vrai que c'est, comme disait la dame, c'est un vrai bonheur de savoir qu'il y a un lycée qui est arrivé. Mais il faut, je pense qu'on y travaille pour ces liens, hein, on parle beaucoup de l'intergénérationnel, mais il faut les faire vivre. Et c'est important. C'est important parce que sinon, on tomberait dans quelque chose d'un peu ronronnant. C'est possible. Et ce serait dommage. Il y a énormément d'événements qui se font, y compris dans les petites communes, quoi, hein, qui participent au fait qu'on se trouve bien ici. Hein. Alors, la couleur, je trouve, moi, qui caractérise le plus, c'est le turquoise. Il y a le bleu et le vert. Vous allez à Brême-sur-Mer, il y a tout un parc en plein centre-bourg. Voilà, et la mer est 3 km derrière. Donc, oui, c'est vraiment très plaisant. Il faut protéger ça. Mais il faut le faire vivre. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. C'est ça que je veux dire. C'est vrai qu'une des questions qui était posée dans le micro-trottoir, c'est est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui à l'année sur le littoral quand on est né aussi dans le coin? Parce que c'est ce qu'on entend de plus en plus. Je suis né à Saint-Gilles, je suis né à Givran, ou voilà, pas très loin. Je voudrais rester ici, Oui, mais je n'arrive pas à trouver une maison. C'est compliqué, c'est vrai que les demandes ne sont pas forcément que des gens d'ailleurs. C'est vrai que le profil moyen, je veux dire, de clients, c'est bien souvent des jeunes retraités hein, qui veulent habiter sur le trait de côte. On a à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais c'est le cas également au Sable d'Olonne, des points d'ancrage de base, que je qualifie de base, qui sont le train, qui sont les ports, plaisance et pêche, et puis évidemment tout ce qui va autour. Mais ça, c'est une contribution de dizaines et de dizaines d'années pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui. On parle, là, il y a un lycée qui a été ouvert effectivement à Saint-Gilles très récemment. Au Sable d'Olonne aussi, il y a des infrastructures, des hôpitaux, etc. Donc tout ça, ça attire une clientèle effectivement qui recherche ces services-là, notamment des villes. Maintenant, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou au Sable d'Olonne, des gens qui sont à 15 km ou à 50 km sont très intéressés pour venir habiter sur ce trait de côte, sur notre trait de côte. Hein. Au niveau des jeunes, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, au niveau des jeunes, c'est beaucoup plus compliqué parce que les prix augmentent, hein, augmentent fortement. C'est encore pire sur nos îles, que ce soit bien Noirmoutier ou bien à Lisieux également, où là, à Lisieux, il y a une barrière qui s'appelle la mer, donc il n'est pas question de venir habiter à Saint-Jean-de-Mont, à Notre-Dame-de-Mont, à Fromentine pour travailler à Lisieux, c'est très compliqué. Donc il y a des propositions, notamment des élus là-bas, et c'est le cas, je pense, aussi à Saint-Gilles, avec des zones réservées aux primo-accédants, hein, je pense, hein, et tout le volet social hein, qui va avec également. On fait tout hein. pour les retenir, en fait, c'est ça Antoine hein. Retenir et attirer. En tout cas, déjà garder ceux qui sont nés ici. C'est exactement ça, oui. merci. En fait, il ne faut pas croire que les mairies sont complètement démunies. Elles ont peu de marge de manœuvre, mais elles en ont quand même. Alors, quand une mairie travaille sur son urbanisme, elle est prise dans un effet ciseau, un effet un peu d'étau, puisque d'un côté on lui dit vous devez accueillir effectivement une majeure partie de la population qui va vouloir venir sur le trait de côte, parce que on est très attractif. À un moment, il faut l'assumer, c'est comme ça. On est très attractif. Et c'est flatteur à la base. Et c'est flatteur. Et effectivement, les habitants en ont conscience. Hein. Tous ceux à qui je parle, ils me le disent bien. Mais ça oblige à plusieurs choses. Ça oblige à une qualité de service. Effectivement, l'une des personnes parlait de la santé et Dieu sait que c'est un sujet dans beaucoup de communes. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, on a fait le choix de salarier des médecins. On a 3 médecins salariés dans un centre communal de santé qu'on entre guillemets met à la disposition, même si le terme est un petit peu bancal, de la population. Et ça permet effectivement d'alléger la pression au niveau santé. Voilà, il y a plein de mécanismes, et ça c'est la mairie, c'est les mairies qui en sont responsables. Ils sont salariés de la mairie. Voilà, donc les élus ont un pouvoir de décision.
Je ne dis pas que c'est facile. Je dis qu'il faut jouer sur les marges de manœuvre. Sur l'immobilier, il faut savoir qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Par contre, là, on a des normes. On est pris en étau, le fameux étau dont je parlais. C'est que d'un côté, on va nous demander de ne pas consommer de terres agricoles et de terres naturelles, ce qui est bien logique si on veut survivre au siècle à venir. Et d'un autre côté, on nous dit il faut accueillir beaucoup plus de monde. Comment on résout l'équation ? Eh bien, en fait, c'est la densification. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et la densification, elle va avoir plusieurs impacts. Le premier impact, c'est sur le cadre de vie. Attention, si on densifie trop, comment on gère notre cadre de vie ? Si les habitants, peut-être que vous pourrez réagir là-dessus, mais si les habitants aiment Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, c'est pour son cadre de vie. Si je densifie de façon non intelligente, je vais le dire comme ça, quid de ce cadre de vie. Donc, et si je n'ai plus de place pour planter l'arbre dont vous parliez tout à l'heure, voilà, c'était ça, essayer de planter des arbres au milieu des villes aussi. Exactement. Donc effectivement, nous, on a à cœur sur l'urbanisme de densifier de façon très ciblée, de façon extrêmement juste vis-à-vis de nos besoins. À titre d'exemple, sur le PLU, le plan local d'urbanisme, qu'on a fait en 2020, qu'on a refait en 2020, on avait prévu une certaine densification. Suite à des discussions avec des riverains, suite à l'évaluation en fait de nos besoins réels qu'on a réajusté en 2021, on a rechangé le plan local d'urbanisme au début de l'année 2022 pour le réajuster un peu à la baisse. Puisque Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, a un objectif à 2030 de 10 000 habitants. On est à 7 900. Voilà, on vise 10 000 habitants à l'horizon 2030. Pourquoi ce chiffre ? Parce qu'en fait, c'est, au terme des études, c'est le chiffre qui nous permettait de maintenir une qualité de vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie tout en permettant à des gens de venir de l'extérieur. Alors on a plein de leviers, on a la conversion des résidences secondaires, même si c'est pas le plus évident. Oui, dans les questions notamment au Sable d'Olonne. Le maire des Sables d'Olonne a pris des mesures depuis le 1er janvier 2021, me semble-t-il. Oui. Et ça donc, a fait grand bruit. Oui, ça le fait toujours. L'idée, c'est de taxer un petit peu les habitants, les propriétaires de résidences secondaires pour les mettre à disposition. Taxer, c'est pas vraiment le terme, mais c'est pas taxer d'ailleurs. C'est en fait l'idée est que les mairies, l'administration locale, le Sable d'Olonne, a pris l'initiative de décider de qui va faire de la location saisonnière et de qui n'en fera pas. Alors donc, il y a un contingent par quartier. Chaque propriétaire bailleur de location saisonnière devra demander auprès de l'administration, auprès du service compétent, qui est celui qui collecte la taxe de séjour, me semble-t-il, et il demandera donc un numéro d'accréditation lui permettant de pouvoir faire en fait l'activité location saisonnière. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la fois on gère, on structure, en tous les cas, on contrôle le développement de la location saisonnière par rapport notamment au manque de logements qu'on a au Sable d'Olonne. C'est la même chose sur le trait de côte et notamment aussi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hein, voilà. Et deuxièmement, on évite à ce que les propriétaires bailleurs de location saisonnière s'exonèrent du règlement de la taxe de séjour. Voilà un petit peu l'idée. C'est de contrôler le développement de l'activité location saisonnière parce que, comme le dit Antoine, on a demande importante pour venir habiter à l'année sur nos secteurs. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça permet également de maîtriser l'éventuelle fuite de taxes de séjour redevables par les propriétaires bailleurs. Sachez que moi, en tant qu'agent immobilier, tous les gens qui... Je plaide un peu pour ma profession, mais tous les gens qui sont clients mandatés chez moi, nous collectons auprès de chaque locataire arrivant séjourner sur Saint-Gilles ou sur les Sables ou sur Saint-Jean-de-Mont, les taxes de séjour que nous reversons à la municipalité au terme de la saison. Je ne sais plus si tous les mois ou en fin de saison, je ne sais plus exactement. Quand elle nous est réclamée, de toute façon. Donc on les collecte systématiquement. Voilà. Alors il y a deux points. Il y a le contrôle du développement de cette activité depuis des décennies. Voilà. Donc certaines mairies, alors sur la côte et à l'intérieur des terres également, c'est pas lié que dans les villes, dans les grandes villes, les grandes métropoles, ils ont mis au point, effectivement, ils ont passé des libérations et mis au point ce contrôle du développement de l'activité saisonnière. C'est pas interdit, mais ça va être contrôlé. C'est-à-dire que je vois au Sable d'Olonne, il y a, je crois que c'est ça, hein, tu m'arrêtes Antoine si je me trompe, puis il me semble que c'est ça, c'est-à-dire que par secteur, ils délivreront des permis de location saisonnière entre guillemets, quoi. Et les gens, on leur attribue en fait un numéro d'immatriculation leur donnant possibilité de faire la loc saison.
Beaucoup à dire sur le sujet. Claire, une dernière question ? Oui, peut-être Maxime, si vous voulez intervenir. Est-ce qu'on peut encore vivre sur la côte quand on est jeune ? Est-ce qu'on peut rester ? Est-ce que l'activité est aussi faite pour les jeunes ? Alors, effectivement, nous, on est installés et propriétaires sur le secteur depuis une dizaine d'années. Le secteur est attractif, il n'y a aucun doute là-dessus. On y vit très bien. Il n'y a aucun doute là-dessus, même quand on est jeune, actif, parent de jeunes enfants. Là où il y a des réflexions, à mon avis, à avoir, c'est quand on parle d'emploi, quand on parle d'emploi local, quand on parle de la diversification des emplois, justement. Moi, pour ma part, je travaille beaucoup à l'extérieur de Saint-Gilles. Donc, il y a la question de la mobilité aussi, de la mobilité multimodale. Comment je me rends sur Nantes, comment je me rends sur Paris, comment je me rends ailleurs, qui est effectivement, à mon avis, un sujet important de comment on fait pour travailler à Saint-Gilles ou à partir de Saint-Gilles en diversifiant et en sortant des activités artisanales, de la pêche, etc., qui font partie du patrimoine. Et des activités saisonnières aussi. Voilà, et des activités saisonnières. Ouais. Mais globalement, le territoire, effectivement, il est attractif. On a vu la densification, nous on l'a vu, on l'a vu à l'année et en plus vu notre secteur, parce qu'on est proche de tous l'hébergement de plein air, on voit aussi la vraie densification pendant la saison. Là on a une multiplication exponentielle de la population qui se passe très bien et qui est un incontournable de la vie économique du territoire. Mais effectivement il faut bien se redire que le territoire est attractif et restera attractif, et les gens qui arrivent ont plutôt une habitude de mobilité facilitée, de travail à domicile, de qualité de service, comme tu disais Antoine, très élevée. Non pas que ce soit pas élevé aujourd'hui, mais en attendant, il va y avoir certainement une réflexion à avoir sur ce sujet, une élévation du standard pour accueillir dans de bonnes conditions. Messieurs, avant de conclure, on va vous passer à l'exercice final. On vous a proposé de réfléchir un petit peu aussi à ce que vous aimeriez dire, ou en tout cas au message que vous aimeriez transmettre aux futurs locataires de l'Élysée, ou si vous-même vous avez envie justement de défendre un peu une idée, un thème, etc. Donc François, est-ce que vous avez plus ou moins trouvé réponse à la question ? Ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les ressources humaines aussi au pays de Saint-Gilles. Parce que je pense qu'on est loin d'être au bout de toutes les ressources intellectuelles, de toutes les ressources humanistes aussi. Et s'il y a un conseil à donner, c'est de laisser se développer sur le plan local de ces ressources. De ne pas être trop interventionniste, on va dire. Mais bon, je pense, et malheureusement l'actualité le prouve, il y a pour notre président actuel, en tout cas, assez sur le plan mondial, évidemment, de préoccupations. Et donc, je pense que c'est important que on construise vraiment à partir des différentes idées là, qui ont été émises localement. On est en capacité de le faire, il y a les ressources. Et puis à nous aussi d'être bienveillants sur l'environnement. On a surconsommé, on a bétonné pendant des années. Quoi qu'il en pollue, on pourrait dire. Voilà, il faut passer aussi à un autre stade. Et moi, en tout cas, je suis très optimiste. Voilà. C'est bien de terminer là-dessus. Antoine, c'est pareil, apprendre à ralentir finalement ? Apprendre à faire autrement aussi. C'est pas parce qu'une habitude est prise depuis des décennies que voilà. Et en fait, le rôle, pour revenir sur la question plus vis-à-vis de notre futur président ou présidente, c'est vraiment d'avoir à l'esprit que les territoires ont chacun une force et un potentiel, un peu pour rebondir sur ce qu'a dit François, une force et un potentiel, et que ce n'est qu'en exploitant tous les potentiels locaux qu'on arrivera en fait à démultiplier. C'est la force du cerveau collectif aussi. C'est la force d'avoir des groupes qui connaissent les territoires, des groupes qui apportent et qui veulent apporter aussi leur réflexion, leurs moyens, leur temps. Le temps est extrêmement précieux puisqu'on en manque. Leur temps en fait. Et tout ça, il va falloir trouver un espace d'expression, un espace de liberté dans tous ces territoires pour permettre de faire éclore un peu ces potentiels. C'est juste ça, c'est faire éclore le potentiel des territoires. Nicolas Barrault ? Moi, je n'ai pas de conseil à donner aux futurs élus, aux futurs locataires de l'Élysée. Vous avez des adresses s'ils cherchent un pied à terre ici ? Alors, il y a des adresses. Effectivement, comme le disait Maxime, on est dans un marché sur notre trait de côte multigénérationnel. Effectivement, ça
touche pas forcément que des gens qui arrivent à la retraite ou qui sont à la retraite. Je pense que beaucoup de monde veulent encore venir s'installer tout près ou proche de nos côtes. Donc je pense pas qu'à l'avenir les prix baisseront tant de ça, même si effectivement j'ai une profession qui est soumise, qui subit les événements géopolitiques comme on vit aujourd'hui et les événements macroéconomiques. Donc on est sensible à ça dans mon métier. Maintenant, comme le disait également Antoine, entre l'artificialisation des sols qui sont autour de nos communes et la densification plus à l'intérieur, l'équation ne va pas être facile à faire. Elle ne va pas être facile à faire du tout. Effectivement, je conseillerais, si j'avais un conseil, moi, dans mon domaine, à ce qu'on évite, comme le disait mon collègue, qu'on évite, l'interventionnisme de l'État de trop, en tous les cas. Là, on en parlait tout à l'heure des locations saisonnières. Revenir je pense à l'échelle locale. Il faut éviter ça. Voilà. On va terminer avec vous. Je vais essayer de résumer. S'il ne devait y avoir qu'un enjeu que je conseillerais de prendre en compte, c'est d'aider nos populations, de nous aider, nous, à trouver le bon équilibre entre confort de vie, niveau de consommation des ressources, pour que ce soit durable, que ça reste vivable dignement et dans de bonnes conditions. Et effectivement, j'aime beaucoup le côté collectif, le côté reconstruisons ensemble. Et je pense que c'est, au vu de l'actualité et des actualités, aussi un message à faire passer. On n'y arrivera pas tout seul, on y arrivera ensemble. Donc c'est important de revenir sur le collectif. Donc une équation difficile à résoudre. Claire, le mot de la fin. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de TV Vendée et Ouest France. Et puis, alors je crois que... On se retrouve... Alors pour Saint-Gilles, on va tout remballer et puis on va se retrouver effectivement pour le prochain épisode. Ce sera la dernière étape de cette tournée Ouest France TV Vendée. Et bien dans quelques jours, du côté des herbiers, cette fois-ci, on ne parlera pas pêche. On parlera plutôt emploi et sur un territoire qui là aussi a plein de problématiques très locales. On en parlait et d'autres équations à résoudre. Merci à vous, merci de votre attention pour ce nouvel épisode et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle émission sur La Voix des Vendéens.